dans ce colloque Cap sur le supérieur, mission laïque française. Aujourd'hui, nous avons notre 5e intervention, donc avant-dernière, et nous retrouvons donc Alban Ferrieux qui est déjà intervenu hier. Cela s'intitulait S'orienter à l'international et c'était essentiellement informatif sur les différents systèmes comme des pistes possibles d'orientation pour nos élèves. Aujourd'hui, l'intervention concernera davantage la maille de l'établissement, son rôle dans l'accompagnement des élèves lorsqu'ils souhaitent s'orienter à l'international. Donc, comme je l'ai dit hier, Alban Ferrieux est conseiller d'orientation à l'international depuis 15 ans. Et il est cofondateur d'une plateforme de ressources pour l'orientation qui s'appelle Anywhere Uni. Et grâce à la convention cadre qui a été récemment signée avec la mission laïque française, nos établissements peuvent devenir des partenaires facilement et avoir un accès à la plateforme. Vous pouvez revenir vers moi, développement.professionnel@mlfmonde.org, pour avoir davantage d'informations. Je cède la parole à Alban et nous nous retrouvons tout à l'heure. Super, merci beaucoup Véronique. Bonsoir à tous. Donc, il y en a peut-être qui étaient là hier. Le fait d'avoir fait les deux, si vous regardez là cette vidéo en enregistrement, n'hésitez pas à aller voir peut-être le premier. Je ne sais pas si c'est possible pour eux, même Oui, si... tout à fait. D'ici quelques jours, nous faisons actuellement du montage sur le début et la fin des replays. Et nous mettrons aussi bien les enregistrements que les diaporamas support sur la page du colloque sur le site MLF Monde. Voilà. Bah, parfait. Donc là, j'encourage ceux qui n'auraient pas vu la session d'hier et si elle est disponible en replay, d'aller la regarder d'abord, parce qu'effectivement, on a abordé pas mal de pays hier, pas mal de concepts, et ce qui va aider un petit peu à peut-être mieux comprendre aujourd'hui la session du jour. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de vraiment regarder en tant qu'établissement, que ce soit les enseignants, mais aussi en tant qu'école, donc l'administration, les secrétariats, quels peuvent être les besoins des élèves lorsqu'ils font des candidatures aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans différents pays. Et comment est-ce qu'on peut mettre en place, en tant qu'établissement, voilà, des processus de qualité pour que les choses soient bien faites, les bulletins soient bien envoyés de la bonne manière, les lettres de recommandation soient faites de la bonne manière, envoyées au bon moment, sous le bon format, etc. Donc on va regarder un petit peu ça aujourd'hui, voir qu'est-ce qui peut exister, qu'est-ce qui peut être demandé aux universités, et puis comment est-ce qu'on peut faire ça le mieux possible. Alors je vais partager mon écran tout de suite et on va démarrer. Hop, affichage, plein écran. Voilà, ça devrait être bon. Parfait. Donc, je ne me représente pas puisque j'ai été présenté déjà par Véronique. Allons-y. Hop. Donc, le premier message que je voudrais passer, c'est que les enseignants et l'école ont un vrai rôle à jouer. Et c'est sûr qu'en tant qu'établissement euh, voilà, qui offre du système français, qui offre le bac français, on peut souvent, autrefois en tout cas, il y avait un petit peu une culture de, ben, on renvoie on encourage en tout cas les élèves à se diriger vers la France, et c'est toujours le cas, hein. Il y a énormément d'options d'excellence en France, évidemment. Et ça, c'est un système qu'on connaît bien. Il y a Parcoursup, c'est assez balisé. Voilà, les commentaires remontent du conseil de classe directement sur Parcoursup. Donc tout ça permet une certaine centralisation. Et c'est sûr que ça facilite les choses puisque c'est un système qu'on connaît et en tant qu'établissement voilà, qui fait partie du réseau, eh bien, les choses sont assez bien faites pour que l'établissement fasse tout ce qu'il faut pour les élèves sur les candidatures vers la France. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de ces candidatures-là et on va pas parler du rôle de l'établissement vers la France, mais bien vers les autres destinations justement, là où les lycées français à l'étranger sont peut-être un petit peu moins équipés, en tout cas un petit peu moins l'habitude d'accompagner leurs élèves sur ce type de candidature. Parfois, c'est sûr que voilà, ça prend du temps, hein, souvent, écrire une bonne lettre de recommandation, ça prend du temps. Envoyer des documents avec les tampons, etc., ça prend du temps. Donc, c'est sûr que
c'est un peu une surcharge de travail, mais il y a vraiment un intérêt pour les élèves, hein. Si les universités demandent ces lettres de recommandation, si elles demandent l'envoi de certains documents, c'est parce que c'est important. C'est parce que ces documents, ces lettres de recommandation peuvent faire une vraie différence dans les dossiers de candidature des élèves. Donc voilà, je pense que c'est important de s'y intéresser un minimum. Évidemment, le niveau de service ne sera pas celui d'une école américaine qui a 4-5 conseillers à plein temps qui font que ça tout le temps, c'est sûr. Mais en connaissant un petit peu les bases de ce qui est demandé, on peut au moins faire, je pense, de manière propre et de qualité le minimum pour que les élèves ne soient pas pénalisés dans leur candidature. Évidemment, c'est aux élèves après de prendre en charge leur dossier, leur démarche. Et c'est évidemment eux qui sont les maîtres à bord. Mais parfois, les universités vraiment leur demandent de solliciter l'école, que les documents officiels arrivent de l'école, que certaines lettres arrivent de l'école. Et là, ils ne peuvent rien faire à part solliciter l'école. Évidemment, il faut aller vérifier auprès de ses élèves que la demande est réelle, qu'il y a un vrai besoin de lettre de recommandation, qu'il y a un vrai besoin de ceci et cela. Parfois, les élèves peuvent un peu demander à tout va, à tous leurs enseignants des lettres de recommandation d'un coup parce qu'ils veulent voilà, maximiser leurs chances. Évidemment, ça, ce n'est pas ni vous aider ni les aider. Il vaut mieux qu'il y ait moins de demandes et que les choses soient mieux faites plutôt qu'il y en ait trop. Donc, évidemment, il y a un filtre à avoir et il faut un petit peu challenger les élèves et puis leur demander pourquoi ils ont besoin d'une lettre. Voilà, est-ce qu'ils peuvent faire un email en précisant les destinations, le format qui est demandé. Là, c'est évidemment de votre droit d'aller chercher ces informations-là pour vérifier et puis peut-être pour ralentir un petit peu certains élèves qui auraient envie de demander à trop d'enseignants ou trop de documents qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc, on va voir exactement, justement, c'est l'objectif de la session, qu'est-ce qui est nécessaire. Comme ça, vous savez, vous êtes capable de répondre à un élève qui vous demande ceci ou cela. Alors, hier, on a démarré par les États-Unis, qui est toujours la destination la plus dense et la plus complexe. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait démarrer par le Canada pour commencer de manière un peu plus légère, et puis on fera les États-Unis juste derrière. Donc, au Canada, qu'est-ce qu'on peut vous demander? Donc, en gros, voilà, vous avez un élève, des élèves qui sont intéressés par le Québec, par Toronto, par des universités au Canada. À quoi vous pouvez vous attendre? Alors, de manière générale, les universités canadiennes ne demandent pas de lettre de recommandation. Euh, c'est, voilà, sur la plupart des candidatures, c'est vraiment les bulletins, je le disais hier, hein, bulletin de première, premier bulletin de terminale qui vont compter et ils ne vont pas trop être intéressés par des lettres de recommandation. Cependant, certaines universités peuvent laisser l'option aux élèves d'uploader une lettre de recommandation sur leur dossier. Alors, il faut, dans ces cas-là, en tout cas au Canada, même si les élèves ont cette option, ces lettres seront là pour le contexte plus qu'autre chose, mais la sélection se fera vraiment sur la base des notes. Donc, si un élève vous dit, bah oui, j'ai vu l'Université de Concordia, il me demande une lettre de recommandation. Alors, c'est souvent pas qu'il les oblige à envoyer une lettre de recommandation, mais c'est qu'il leur propose, s'ils en ont une, d'en mettre une. Donc là, à vous de voir. Ça peut être intéressant pour du contexte au Canada, mais en tout cas, de manière générale, c'est pas automatique. Donc, si un élève vous dit, je fais des candidatures au Canada, j'ai besoin d'une lettre de recommandation, allez vérifier, bah, est-ce que tu peux m'envoyer une impression d'écran de la demande, du site qui te la demande, du format. Et puis, peut-être qu'ils vont vous dire, bah non, en fait, effectivement, il n'y a pas d'endroit pour les mettre et il n'y a pas de demande particulière à faire. Donc, au Canada, vous pouvez vous permettre de vérifier. Ce n'est vraiment pas systématique. Ça peut arriver, mais c'est vraiment pas systématique pour les lettres de recommandation. Ce qui peut être demandé, ça va plutôt être au niveau de l'administration, ça va être des bulletins tamponnés officiels, donc avec le tampon de l'école et idéalement un tampon aussi qui est écrit officiel, que c'est une copie officielle. Euh, donc voilà, ça peut être demandé. En général, pendant l'année, en tant qu'établissement, vous n'avez pas à envoyer les bulletins aux universités canadiennes directement. Les élèves peuvent les uploader eux-mêmes sur leur compte de candidature. Donc, soit ils peuvent juste mettre leur bulletin tel quel. En général, ça suffit amplement. Mais parfois, l'Université de Montréal, par exemple, peut demander à ce que les bulletins soient tamponnés en plus. Donc là, il faut faire des copies, tamponner, et après, les élèves peuvent les mettre sur leur portail de candidature. Mais normalement, vous n'avez pas besoin d'envoyer des bulletins au cours de l'année. Donc ça réduit déjà pas mal le travail. Et c'est seulement sur l'université au Canada qu'ils auront choisi à la fin du processus, quand ils ont eu leur offre, qu'ils sont décidés, que là, il va falloir envoyer les bulletins officiels à l'université en question. Et là, c'est extrêmement important de le faire. Il faut bien le faire avant que l'école ferme pendant l'été,
Parce qu'il peut arriver que la deadline soit par exemple à fin juillet, à la fin de la terminale. Et si l'université n'a pas reçu de la part de l'école une confirmation de tous les bulletins qui ont été envoyés par l'élève au cours de l'année et qui n'étaient pas forcément officiels puisqu'ils étaient uploadés directement par l'élève, et bien là, l'élève peut se retrouver menacé de dire bah, si on ne reçoit pas les documents officiels de votre école pour venir, qu'on puisse vérifier tout ça, vous allez perdre votre offre fin juillet. Donc, et puis là, c'est les vacances et tout le monde est stressé. Donc, le gros conseil, c'est voilà, repérez bien les élèves que vous avez qui tentent le Canada. Peut-être que vous n'aurez rien à faire durant l'année, puisqu'ils pourront se débrouiller eux-mêmes à uploader leur bulletin. Il n'y aura pas d'aide de recommandation. Mais par contre, sachez qu'à la fin de l'année, les universités canadiennes vont systématiquement demander une vérification pour pouvoir bien vérifier qu'il n'y a pas eu de faux et que ce qu'ils ont reçu de la part des élèves était effectivement les mêmes que les originaux. Donc voilà, il faut qu'il y ait une personne un peu désignée dans l'école le prio, un proviseur, une secrétaire qui va faire ça, où les élèves savent qu'ils pourront, à la fin de l'année, demander l'envoi de ces bulletins-là. C'est aux élèves de vous fournir soit l'adresse postale, si c'est en envoi postal, soit l'adresse email, si ça peut être envoyé directement par email. Là, c'est à vous de leur demander ben voilà, à quelle adresse il faut envoyer ces documents, et eux, ils auront l'information de leur côté. Euh, voilà pour le Canada. Petit élément en plus ou là, qui peut demander un peu de travail pour l'école, c'est la nomination au Pearson Scholarship. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le Pearson Scholarship. Le Pearson Scholarship, ce sont des bourses assez enfin, généreuses qui couvrent quasiment tous les frais de scolarité pour l'Université de Toronto, pour des étudiants internationaux. Et donc, il y a plusieurs, je crois qu'il y a une trentaine de Pearson Scholarships qui sont offerts chaque année à des étudiants internationaux. Et il ne peut y avoir qu'un élève par établissement scolaire qui tente sa chance au Pearson Scholarship. Donc, ça oblige une nomination en interne euh, dans l'école. Donc, si vous avez voilà, des élèves intéressés par le Canada, eh bien, autant qu'il y ait un élève qui soit nominé au Pearson Scholarship, ce qui permet qu'il y ait au moins un élève qui puisse tenter sa chance sur un scholarship, des bourses donc, assez conséquentes à l'Université de Toronto. Donc, c'est assez simple comme processus. Il faut aller sur le site du Pearson Scholarship et il faut voilà, envoyer un email, se créer un compte pour demander à avoir un accès école. Et dès que l'Université de Toronto, enfin les Pearson Scholarship disent OK, on vous reconnaît en tant qu'école, on a vérifié que vous existez bien en tant qu'école, ils vont vous donner un accès et vous allez pouvoir nominer un élève au sein de l'école. Voilà, donc là, les écoles le font de différentes manières. En général, un email est envoyé aux élèves de terminale en disant, voilà, ceux qui sont vraiment sérieux sur un projet au Canada, qui sont des étudiants internationaux, hein, donc qui n'ont pas le passeport canadien, eh bien, envoyez-nous un CV et puis un paragraphe de motivation, par exemple, et puis après, à vous d'établir vos critères de sélection en interne pour choisir l'élève qui pourra le tenter. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir ces bourses-là, hein, elles restent extrêmement sélectives par la suite. Mais voilà, si en tout cas on vous sollicite pour ce fameux Pearson Scholarship, c'est comme ça que ça se passe. Donc vous ne pouvez choisir qu'un élève. Et donc là, ça demande un petit peu de travail et d'organisation de la part de l'école. Voilà ce que je peux vous dire pour le Canada. Donc vous voyez, c'est assez simple. Donc n'hésitez pas à noter vos questions et puis je les prendrai tout à l'heure. Alors, les États-Unis. Donc là, les États-Unis, c'est là où il y a le plus de travail. Et je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà passés par là. C'est là que c'est le plus complexe. Il y a pas mal d'éléments qui existent. Donc, il y a la recommendation du counselor, donc la counselor recommendation, qui est donc la lettre de recommandation du conseiller de l'école, qui en général ne doit pas être envoyée par un enseignant, qui doit être envoyée soit par le PRIO, soit par le conseiller d'orientation de l'école, soit par le CPE, soit par le proviseur adjoint, plutôt des profils comme ça qui représentent l'école plutôt qu'un enseignant, puisque c'est à différencier des teachers recommendations, qui sont là des évaluations d'enseignants. Euh, Là, les élèves, ils vont devoir solliciter l'école à pas mal de niveaux. Alors déjà, il y a plusieurs plateformes, on en a parlé hier. Donc, il y a la plateforme Common App, qui est la plus grosse plateforme aux États-Unis pour les candidatures, mais il existe d'autres plateformes. Donc, en général, celle que vous allez croiser, ça va être la plateforme Common App. Ça peut être aussi la candidature de MIT, qui est une candidature à part. Donc, comment ça se passe? L'élève, en fait, dans son compte, il n'y a pas de compte comme on app école centralisé, mais l'élève, dans sa candidature, va lister son école, donc rentrer voilà, le nom de l'école, et il va devoir inviter donc un counselor. Donc là, il faut bien passer le message auprès de vos élèves de terminale que le counselor, ce n'est pas ni un enseignant, et encore moins
une personne externe à l'école. Parce que j'ai vu certaines mauvaises pratiques dans certains pays où les élèves nommaient comme counselor une personne externe à l'école, un agent avec qui ils travaillaient en privé, par exemple, qui les aidait sur les candidatures universitaires et qui allait écrire des lettres de recommandation au nom de l'école, alors que ce n'était pas du tout des personnes internes à l'école. Donc, il faut absolument que ce soit quelqu'un avec une adresse email de l'école. Hein, c'est pareil pour les enseignants. Quand on est invité, il faut que ce soit fait via l'adresse email officielle de l'école pour que les universités puissent avoir un petit peu de vérification quand même. Mais dans le cas du counselor, on est normalement sur quelqu'un qui représente l'autorité de l'école. Donc voilà, évidemment, selon la taille de l'école, peut-être que c'est un enseignant qui fait un peu office de prio qui va faire ça, pas de problème, mais il faut que ce soit bien compris. Et normalement, c'est le même counselor pour tous les élèves qui tentent les États-Unis cette année-là. Il ne faudrait pas que dans une même école, il y ait tel élève qui demande à tel enseignant en tant que counselor, tel autre élève qui demande à un autre enseignant en tant que counselor, etc. Donc je vais vous expliquer après pourquoi. Le rôle du counselor, en gros, c'est d'envoyer les bulletins officiels avec les traductions, c'est d'envoyer la lettre de recommandation de la part de l'école, de remplir une évaluation de la part de l'école et aussi potentiellement de mettre ce qu'on appelle le school profile, qui est la description, un petit peu la présentation de l'école. Donc c'est vraiment un positionnement en tant qu'école. Donc évidemment, si c'est fait par différents enseignants, ça va être fait de manière très différente et disparate, et du coup, ce ne sera pas, en termes de crédibilité pour l'école, ce ne sera pas positif. Donc voilà, ça c'est important bien préciser aux élèves, le counselor, c'est telle personne. C'est cette personne-là que vous devez inviter sur votre Common App. Vous, malheureusement, vous ne pouvez pas forcer les choses, puisqu'il n'y a pas de compte école. On parlera du UCAS après, où là, il peut y avoir un compte école qui oblige à centraliser les candidatures. Là, il faut juste bien passer l'information de quelle personne il faut mettre en tant que counselor. Euh, et après, les élèves peuvent aussi inviter donc des enseignants. Une bonne pratique, moi je trouve, c'est de limiter à 2 enseignants. Ça, c'est aussi pour vous. Moins il y aura de demandes de lettres de recommandation, plus vous aurez de temps d'écrire de bonnes lettres de recommandation. Et donc, c'est bien de baliser un peu les choses, d'avoir des protocoles un peu clairs et 2 lettres d'enseignants, c'est largement suffisant. Les élèves se retrouvent avec 2 lettres d'enseignants, une lettre de l'école, donc du counselor, et ils peuvent encore inviter une personne en externe. Donc, ils peuvent se retrouver avec 4 lettres de recommandation complètes, ce qui est largement, largement suffisant. Il n'y a aucune université aux États-Unis qui demande plus que ça. Donc, voilà, c'est facile de mettre en place le protocole de dire aux élèves 2 enseignants maximum. Aux États-Unis, c'est bien de demander à 2 enseignants de domaines différents. Ils aiment bien voir l'élève dans 2 contextes académiques différents. Donc, un peut-être plutôt maths, sciences, et puis l'autre enseignant plutôt sur des essay-based subjects, donc des matières plutôt littéraires, sciences sociales par exemple. Au MIT, par exemple, les élèves sont obligés de choisir un élève dans chaque domaine. Ils ne peuvent pas envoyer et maths et physique-chimie, par exemple, en lettre de recommandation. Donc ça peut être un bon conseil à leur donner pour les États-Unis. Hein, c'est parce qu'ils apprécient ces profils d'élèves qui sont assez équilibrés au niveau académique. Voilà, donc ça peut être une autre bonne pratique à faire, de dire maximum 2 enseignants. Je vais vous montrer des exemples un petit peu après sur la Common App, justement, de ces différentes évaluations et lettres de recommandation. En dehors de donc, la recommandation du counselor et le school report, qui sont les 2 sont remplis par le conseiller. Donc, je parlais des bulletins traduits, là, c'est pas à vous de les traduire. Hein. Normalement, c'est aux élèves. Pareil, il faut leur dire d'aller bien faire traduire par traducteur assermenté leur bulletin à partir de la classe de troisième. Donc, normalement, ils devraient revenir vers vous avec un PDF avec tous leurs bulletins de troisième et les traductions, un PDF avec tous les bulletins de seconde et les traductions, et un PDF avec tous les bulletins de première et les traductions. Idéalement, on reste dans le format du système français. On ne va pas convertir les notes en système américain, par exemple, en essayant de faire un GPA sur 4, en essayant de transformer les notes sur 20 avec des A+, des A, etc., des B. Il faut éviter ça. Les universités internationales aux États-Unis, enfin, les universités américaines, ont des offices de recrutement à l'international. Ils connaissent le système français. Ils s'attendent à recevoir des bulletins format français pour des élèves qui viennent du système français. Donc, si vous leur envoyez un transcript sur une page avec pas de commentaires, des lettres au lieu des notes et un GPA, voilà, à moins d'être une école, un lycée français basé aux États-Unis, où là, peut-être que vous avez les choses vraiment bien en place. Sinon, il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers, il vaut mieux rester sur les bulletins classiques et demander aux élèves d'aller les faire traduire. Voilà. Les autres choses qui peuvent être demandées à cette personne qui va être le counselor,
ça peut être de signer un Early Decision Agreement. Donc ça ne devrait pas être à un enseignant de te signer un Early Decision Agreement. Un Early Decision Agreement, c'est quoi? C'est un contrat que les élèves et la famille de l'élève décident de prendre envers une université spécifique, ils peuvent en choisir qu'une à la fois, où ils s'engagent auprès de l'université en disant, bah, si on est pris, on ira dans cette enfin, l'élève ira dans cette université. Donc l'élève va choisir par exemple Columbia en Early Decision, il va signer, les parents, il va inviter ses parents à venir signer aussi via la Common App, et il va inviter le counselor de l'école, le conseiller, à venir également signer sur la Common App. Tout le monde signant en disant, voilà, on a pris connaissance du système de l'early decision. Si Jean-Paul, l'élève, est accepté, eh bien, il s'engage à aller sur cette université-là et à retirer toutes ses autres candidatures universitaires. Donc voilà, ça c'est l'early decision agreement. Pareil, ça ne devrait pas être à des enseignants de signer un early decision agreement, à moins qu'ils aient un rôle évidemment de prio. Ce que vous pouvez voir apparaître aussi en tant que counselor, c'est ce qu'on appelle les fee waivers. C'est quand les élèves cliquent sur une petite case qui dit, voilà, au niveau financier, j'ai des difficultés financières, et donc je demande à ne pas payer les frais de candidature. Et l'école peut en effet, enfin le conseiller peut en effet valider cette demande, ce qui permet à l'élève de ne pas payer ses frais de candidature. Alors attention avec ça, puisque évidemment les élèves ont trouvé le filon, et donc il y en a beaucoup qui vont demander un fee waiver sans qu'il y ait forcément de besoin financier de la part de la famille. Et ça donne quoi comme résultat? Ça donne que les élèves vont commencer à mettre 10, 15, 20 universités américaines, puisqu'ils n'ont pas plus besoin de payer les frais des frais de candidature, qui évidemment sont entre 50 et 120 dollars par université. Donc si on en rajoute 10, 20, 30, ça fait beaucoup d'argent. Donc au final, les fee waivers sont, enfin, les frais de candidature, ça permet de limiter un petit peu le nombre de candidatures. Donc voilà, une bonne pratique à mettre en place, moi que je conseille, c'est par exemple seulement pour les élèves boursiers, ou alors sur rendez-vous avec la direction pour voilà, justifier effectivement d'un besoin financier particulier. Mais le fait d'accepter tous les élèves qui demandent un fee waiver, d'accepter ça de manière automatique, je ne pense pas que ce soit une bonne pratique, puisque ça n'aide pas les élèves à travailler leur liste pour les restreindre un petit peu. Et puis c'est pour l'école, ça fait perdre de la crédibilité également. Donc voilà. Un élément qu'on peut mettre en place pour augmenter justement la crédibilité de l'école auprès des universités américaines, c'est de demander un CEEB code, un code CEEB, qui est établi par le College Board. Le College Board, c'est l'organisme qui organise les tests SAT. Et en demandant un enregistrement auprès du College Board, donc en tant qu'école, on peut recevoir ce code CEEB qui permet après d'être listé sur la Common App, listé quand les élèves s'inscrivent au SAT. Et donc là, votre établissement est listé avec un code officiel par rapport au College Board, qui est une référence aux États-Unis. Ça permet de rassurer pas mal les familles et les élèves, puisqu'ils vont voir votre établissement listé sur la Common App, ils vont le voir listé sur toutes les plateformes américaines, et voilà, ça rassure. Donc de ce côté-là, c'est positif, mais de manière générale, c'est aussi bon en termes de crédibilité, ça montre que l'école a fait une démarche pour voilà, venir s'enregistrer, entre guillemets, auprès du College Board. Alors, voilà quelques exemples un petit peu, voilà, des impressions d'écran que j'ai faites sur la Common App. Euh, Quand un enseignant, ça c'est pour les enseignants, quand un enseignant est invité à remplir une recommandation sur la Common App, il va recevoir un lien, il va devoir créer un compte. Quand on n'a pas l'habitude et si on ne parle pas trop anglais, il y a moyen un peu de s'embrouiller. Donc c'est bien de comprendre comment ça fonctionne. Vous allez avoir une première petite question systématiquement, c'est depuis combien de temps et dans quel contexte est-ce que vous connaissez l'élève? Donc là, il suffit d'écrire I have taught this student for 2 years, ou I have taught this student in grade 8, en quatrième, and again this year in grade 12, terminale, as a French teacher, or I have been his French teacher and theater teacher in the last 3 years. I have known these students for 10 years. Voilà, c'est une petite phrase juste pour dire depuis combien de temps, quel contexte. La deuxième ligne, c'est quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand on vous demande de décrire l'élève. Donc là, voilà, il faut prendre 3 mots. Ça pourrait être quelque chose que systématiquement vous mettez dans vos lettres de recommandation, hein, 3 mots pour un peu décrire, par exemple, l'élève. Euh, mais voilà, il vous demande en plus d'indiquer un petit peu des mots clés à cet endroit-là. Ensuite, vous avez 2 options. Soit vous allez uploader votre lettre directement faite, donc là vous pouvez faire ça bien avec en tête, signature, etc. Et uploader la lettre. Soit vous pouvez copier-coller votre texte directement dans le tableau qui est coupé en dessous là, l'espace qui est prévu à cet effet.
À partir du moment où vous êtes invité via la Common App par l'élève, vous créez un Common App, etc., vos lettres sont officielles de toute façon. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir en tête, tampon, etc. À partir du moment où ça a été envoyé via la Common App, c'est considéré comme officiel puisque ça vient de votre email, c'est associé à votre email personnel professionnel. Donc voilà, ne vous embêtez pas, entre guillemets, forcément à faire des lettres sur des très beaux formats. Vous pouvez tout à fait copier-coller le texte dans le carré prévu à cet effet. Ça fonctionne vraiment pareil. La petite, enfin, ce que les enseignants trouvent souvent le plus difficile dans les lettres de recommandation américaines, c'est de remplir ce tableau d'évaluation où on vous demande d'évaluer l'élève sur cette grille. Alors, comme vous pouvez le voir, ça tire beaucoup vers le haut, hein. On a sous la moyenne, dans la moyenne, au-dessus de la moyenne, très au-dessus de la moyenne, excellent top 10%, incroyable top 5%, et puis un des rares élèves que j'ai rencontré dans ma carrière avec un tel niveau. Voilà, donc vous voyez pour pas que tout le monde mette très bien, ils ont vraiment divisé les sections supérieures. En tant qu'élève dans le système, en tant qu'enseignant, pardon, dans le système français, parfois, il y a une tendance un petit peu à ne pas aller trop haut, parce qu'on se dit, bah, cet élève, il est dans la moyenne, je le mets en average. Voilà. Et la moyenne, elle est à 14-15, c'est pas mal, il est dans la moyenne, je le mets average. Comme vous voyez, il y a 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Si vous le mettez en average, c'est l'avant-dernière colonne. Donc, c'est vraiment pas positif du tout. Donc, quelqu'un qui tenterait des universités un peu sélectives et qui serait placé dans average, c'est vraiment négatif. Alors, il faut un peu se forcer à tirer un peu vers le haut. Évidemment, on n'allait pas mettre top 1% si c'est à tous les élèves que vous voyez, mais voilà, un élève qui est très bon, qui est très motivé, il ne faut pas hésiter à aller sur les excellent, top 10% ou outstanding. Il ne faut pas avoir peur d'aller sur le very good et plutôt dans ces eaux-là. Évidemment, ça dépend du profil de l'élève, c'est à votre jugement et évidemment, et puis aussi, voilà. Mais en fonction des ambitions des élèves, sachez que les Américains ont plutôt tendance à être assez positifs. Si vous n'avez pas d'éléments pour évaluer le leadership de l'élève, sa motivation ou quoi que ce soit, vous pouvez cocher la case No basis. Ça veut dire je ne me prononce pas sur ce domaine-là puisque je n'ai pas assez d'éléments pour l'évaluer sur ce domaine-là. Il n'y a pas de problème. Même si la moitié de vos cases sont No basis, il vaut mieux faire ça que de mettre des notes qui seraient pénalisantes pour l'élève. Voilà. Donc ça, c'est pour les recommandations enseignants. En général, les enseignants, c'est juste ça, mettre sa lettre de recommandation, répondre aux deux petites questions, mettre sa lettre de recommandation et puis répondre à ce questionnaire. Pour les personnes qui sont nominées en tant que counselor, donc les prios ou voilà, les proviseurs selon la taille des écoles, là, on va vous demander d'uploader les bulletins des élèves. Et donc, c'est un peu complexe, ça, parce que aux États-Unis, ils ont un document sur une page qui recense toutes les notes de l'élève depuis la troisième, alors que nous, on a beaucoup de pages, beaucoup de bulletins. Donc, en général, ce qu'il faut demander aux élèves de faire, c'est de vous envoyer sur un seul PDF tous les bulletins de troisième, donc les 3 bulletins de troisième, plus les trois traductions, donc sur 6 pages. Un autre PDF de 6 pages avec les bulletins de seconde et leur traduction, et un autre PDF de 6 pages avec les bulletins de première et leur traduction, ce qui vous permet d'uploader séparément les 3 transcripts pour chaque année. Et après, pour la terminale, donc ce qu'ils appellent le current or most recent transcript, c'est bien de mettre un listing des matières que l'élève passe en terminale. Parce que dans les transcripts américains, donc dans les bulletins américains, même si les candidatures sont envoyées au début de la terminale, par exemple en octobre, pour une deadline du 1er novembre, donc il n'y a pas encore de résultats officiels pour l'année de terminale, et bien sûr, leur transcript à eux, ils listent les matières. Donc ça vient confirmer les matières que l'élève prend en classe de terminale. Parce que dans le système américain, ils peuvent changer de classe entre la première et la terminale. C'est vrai que dans le système français, c'est plutôt une certaine continuité. Donc du coup, il faut leur donner, leur confirmer les matières que l'élève prend en terminale, notamment le fait s'il prend les maths expertes, etc. Ça, c'est des nouvelles matières qui n'apparaissent qu'en terminale, donc il faut les lister. Les élèves, dans leur Common App, vont venir les lister, mais vous venez en gros confirmer les cours que l'élève prend ici. Donc un document où on liste les matières, et puis 3 PDF avec la troisième, la seconde et la première. Voilà. Si on vous demande, en général, au début de la terminale, avant le premier trimestre, avant le premier bulletin, c'est Final Junior Year Grades qu'il faut cocher, c'est-à-dire les derniers résultats de fin de première. On vous demande ensuite une recommandation. Est-ce que n'hésitez pas encore ici à être enthousiaste ou à recommander fortement, strongly. Voilà. Si on vous demande de remplir ce tableau,
en général, c'est ça la conversion, hein. Il n'y a pas de conversion officielle, mais voilà, en gros, un A, c'est 16 et au-dessus. Un B, on est sur entre... ah, ben attendez, il y a une erreur, c'est une erreur de ma part, là, c'est entre 13 et 13,80... Entre 12, pardon, qu'est-ce que je, là je m'embrouille, entre 14 et, oui, non, c'est là. Entre 14 et 15,99, pardon, sur le B. Et puis voilà, on descend comme ça. Et en gros, le failing, c'est en dessous de 10. Le contrat d'early decision dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, en gros, vous allez signer, dire oui, j'ai advised, donc j'ai conseillé l'élève, je lui ai rappelé ce que c'était qu'une early decision, il a conscience de ce que c'est qu'une early decision. En tant qu'école, évidemment, vous vous engagez donc au niveau de l'early decision, donc il ne faut pas que les élèves fassent n'importe quoi. Si un élève était pris en early decision et au final ne va pas dans l'université en question, pour l'école, c'est négatif. Donc l'école pourrait être un peu blacklistée, entre guillemets, pendant un an, 2 ans, où l'université va se dire, bah, on ne fait plus confiance à cette école où il y a des élèves qui signent des Early Decision Agreements et qui au final ne viennent pas. Donc c'est important quand même de dire aux élèves que même si les Early Decision augmentent beaucoup les chances d'admission, il faut qu'ils soient certains que c'est un choix très élevé dans leur liste et voilà, que s'ils étaient pris, ils seraient ravis d'y aller. Voilà. Alors, le school profile, vous n'êtes pas obligé d'en faire un, parce que c'est vrai que c'est un petit peu du travail. Si vous avez un département marketing ou communication, peut-être qu'ils peuvent vous aider. En gros, c'est un document de 2, 3, voire 4 pages où on va aller présenter l'école. Donc, les universités américaines, ils aiment bien avoir du contexte. Donc, qu'est-ce que vous offrez dans votre école? C'est quoi le curriculum? Est-ce qu'il y a le BFI? Il n'y a pas le BFI? Est-ce qu'il y a les maths expertes? Il y a quel type de spécialité? Est-ce que vous offrez des activités extrascolaires au sein de l'école? La population de l'école, c'est quelle nationalité? Le nombre d'heures de cours par semaine, c'est quoi? Les ambitions internationales des élèves, c'est quoi? Où est-ce qu'ils vont à l'université? Dans quel pays? Vous pouvez même lister toutes les universités dans lesquelles il y a eu des offres, là où sont allés les élèves, mettre les résultats du brevet, mettre les résultats du bac. Voilà, c'est en gros un document qui vient venir donner du contexte. On va lister aussi le nom du prio, les contacts, les emails du proviseur, etc. Voilà, c'est un document qui peut être mis en place. À partir du moment où il est fait, ça peut être mis à jour chaque année avec les statistiques des résultats du brevet, du bac, et puis avec les destinations universitaires. Et ça permet c'est important ce travail de suivi un petit peu des élèves, où est-ce qu'ils vont à l'université. C'est pas toujours facile à faire, mais voilà, avoir ce document-là à remplir chaque année, ça oblige parfois à mettre en place des protocoles un peu plus solides pour aller chercher justement ces informations auprès des élèves et essayer d'avoir des statistiques les plus robustes possibles. Voilà une petite page pour vous présenter les différentes sections indispensables sur un school profile. Donc, voilà, présentation de l'école, de sa vision, de quelle est la philosophie d'éducation un petit peu de l'école, les personnels clés et leurs contacts hein, par email, information donc, sur la communauté, est-ce que c'est des élèves locaux, internationaux, voilà, vous pouvez vous permettre de mettre les pourcentages de nationalité, par exemple. Pour voilà, obtenir son bac, voilà, bien définir qu'est-ce qu'on propose comme filière, comment est-ce qu'on note. Donc là, ce que j'avais montré tout à l'heure, le scale avec les équivalences, ça peut aider aussi les universités qui sont peut-être moins familières du bac français à voir la conversion sur le système américain. Voilà, décrire les opportunités au sein de l'école, les résultats académiques des années précédentes. Voilà. Et puis la liste des offres que les élèves ont reçues. Voilà, donc je vous encourage à en faire un si vous n'en avez pas. C'est un bon document à avoir qui est notamment pour les États-Unis, hein. C'est surtout pour les États-Unis. Voilà, donc je passe au Royaume-Uni. Alors au Royaume-Uni, euh, il y a deux options. Soit votre école devient un centre UCAS et donc demande auprès de UCAS à s'enregistrer auprès de UCAS. Ça facilite énormément les choses d'être centre UCAS puisque tout devient centralisé par l'école. Alors, ça facilite les choses dans le sens où vous allez vraiment pouvoir suivre toutes les candidatures de vos élèves vers le Royaume-Uni. Par contre, ça rajoute pas mal de travail. Quand il n'y a pas, je vais d'abord parler du scénario où il n'y a pas, vous n'êtes pas centre UCAS. Donc, une école qui n'est pas centre UCAS, l'élève va créer son compte UCAS. Donc, UCAS, c'est le site centralisé pour les candidatures au Royaume-Uni. L'élève va créer son compte et il va devoir inviter un enseignant. Et là, encore une fois, important d'inviter l'enseignant avec son email de l'école hein, pour éviter justement
certains élèves invitent des personnes externes, notamment des agents externes qui vont aller venir remplir des notes prédites et une lettre de recommandation de la part de l'école, alors que ce n'est même pas des employés de l'école. Donc, une bonne pratique, c'est que quand c'est des enseignants de l'école, c'est bien d'utiliser son email de l'école. Donc, l'élève invite un enseignant et l'enseignant va recevoir un email de UCAS pour remplir trois petites questions, que d'ailleurs je peux vous montrer ici. Une question d'abord qui va être une présentation de l'école, un general statement about your school. Donc on va décrire un peu comme le school profile, c'est-à-dire une description de l'école, voilà, la population, les résultats académiques, les options qui sont proposées, les spécialités proposées, ce qu'il y a le BFI, voilà, ce genre de choses. Dans quel pays, c'est quoi le contexte. Donc ça peut être un paragraphe qui est le même pour tous les élèves qui candidatent pour le Royaume-Uni. C'est-à-dire, idéalement, ce serait le même paragraphe. La deuxième section, en général, elle est vide. Vous pouvez cocher une case qui dit, voilà, je ne rentre rien. C'est vraiment pour des circonstances atténuantes d'élèves qui auraient eu, qui ont un PAP, qui ont eu une forte dyslexie, qui ont eu une période d'anorexie, qui ont eu une période de dépression, où il y a eu un déménagement un peu de dernière minute, une séparation, une perte dans la famille, un étudiant athlète, enfin, voilà, des contextes comme ça qui viennent un peu donner du contexte peut-être sur un impact sur les résultats scolaires du fait d'un événement un peu exceptionnel. Donc, pour la plupart des élèves, on laisse ça vide. Et la troisième section, c'est la lettre de recommandation un peu classique, où on va voilà, donner du contexte académique sur l'élève. Et c'est là aussi qu'on va lister les notes prédites, quand on n'a pas, quand on n'est pas centre UCAS. Voilà, donc être centre du CAS, c'est pas si difficile que ça. Il faut faire la démarche. Bon, il faut quelqu'un qui parle anglais quoi, pour suivre la paperasse, entre guillemets. Mais à partir du moment où on devient centre UCAS, on a un code, on a un compte UCAS qui permet de créer un buzzword. Et donc, ce code buzzword va être partagé avec les élèves qui vont pouvoir connecter leur compte avec le compte école. Et du coup, là, vous centralisez vraiment toutes les candidatures. Vous voyez tous les élèves qui ont connecté leur compte et qui ont créé un compte UCAS. Vous voyez exactement où est-ce qu'ils candidatent et vous voyez exactement où est-ce qu'ils ont des offres. Donc, c'est extrêmement intéressant si vous avez pas mal d'élèves qui s'intéressent au Royaume-Uni pour notamment faire du suivi statistique de où est-ce que les élèves reçoivent des offres. À partir du moment où vous êtes centre école, centre UCAS, il n'y a plus de demande, les élèves ne peuvent plus demander à un enseignant d'écrire une lettre de recommandation particulière. Ça va être la personne qui gère le centre UCAS qui va tout centraliser. Dans le cas où on n'est pas centre UCAS, l'élève ne peut pas envoyer sa candidature UCAS tant que l'enseignant n'a pas mis la lettre de recommandation et les notes prédites de son côté. Quand on est centre UCAS, l'élève va finaliser sa candidature, la payer, l'envoyer. Et en fait, au lieu de l'envoyer aux universités, il l'envoie au centre, à l'école. Et après, en tant que centre école, en tant que centre UCAS, vous allez vérifier la candidature, la valider, rajouter la lettre de recommandation avec les trois sections qu'on a vues et rajouter les notes prédites avant de les envoyer aux universités. Donc là, c'est l'école qui envoie les candidatures des élèves aux universités. Donc évidemment, ça donne un petit peu plus de responsabilité, un peu plus de pression, entre guillemets, d'envoyer des choses à temps. Et le petit risque que les élèves, au dernier moment, 2 heures avant la deadline, payent leur UCAS et que du coup, ça vous arrive dans les mains et qu'il faille absolument valider les choses, rajouter les choses et envoyer tout avant la deadline de 18 heures. Donc, ça demande un peu plus d'organisation. Si vous donnez centre UCAS, c'est que vous mettez des protocoles en place, c'est que vous avez des deadlines en interne pour que les élèves envoient tout ce qu'il faut bien en amont des deadlines. Donc, c'est sûr que ça demande un petit peu d'organisation. Voilà. Mais ça permet d'avoir vraiment un meilleur contrôle sur ce qui se passe. Alors, les predicted grades, on va en parler un petit peu. Ces fameux predicted grades. Alors, les predicted grades, c'est obligatoire pour le Royaume-Uni. Donc, retournez voir la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas vue sur le Royaume-Uni où j'explique justement comment comment les élèves sont sélectionnés au Royaume-Uni. Mais en gros, une grande partie, comme on est sur des offres conditionnelles, ça va être sur quel est le potentiel de l'élève au bac. Donc, il faut bien lister les choses dans la troisième section de votre lettre de recommandation. Si vous êtes centre UCAS, vous aurez directement à remplir chaque note. Vous verrez, pour chaque note que l'élève a listée, vous verrez ce que l'élève a listé, vous pourrez rentrer chaque note directement là où l'élève l'a listé. Donc, ça permet de ne pas faire d'erreur et d'être sûr de ne rien oublier. Donc, c'est un peu plus complexe quand on n'est pas centre école, puisqu'il faut faire les choses soi-même. Donc là, vous pouvez demander à l'élève de vous envoyer la liste des matières qu'il a déclarées sur UCAS pour avoir la formulation de UCAS. Donc là, vous voyez la formulation Commons pour les matières qui ne sont pas spécialités, Special Subjects, c'est pour les spécialités.
Et donc là, c'est écrit comme ça sur UCAS. Donc là, c'est du copier-coller de UCAS. C'est comme ça qu'ils labellisent les différentes spécialités, etc. Donc c'est bien d'essayer de reprendre le format UCAS pour être sûr que les universités vont pouvoir bien connecter ce que l'élève a déclaré comme matière qu'il va passer au bac et vous, ce que vous donnez comme predicted grades. Si vous ne le faites pas, ou si vous ne mettez pas les predicted grades, ou si ça ne matche pas, là, il y a un risque que ça retarde énormément les dossiers, que ça pénalise énormément les élèves, et que chaque université doit contacter l'école en disant, bah, est-ce que vous pourriez nous renvoyer les predicted grades? Voilà ce qui nous manque comme predicted grades. Est-ce que vous pourriez nous envoyer ces predicted grades là? Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les notes prédites. C'est surtout les spé qui sont importantes. Et puis, je dirais l'anglais, parce qu'en général, il y a aussi des conditions sur l'anglais. Donc, il faut forcément bien faire les deux spé en terminale et puis l'anglais. Et je rajouterai quand même la philosophie, parce que c'est une matière sur table. Donc, c'est aussi voilà, important. Donc, à vous de voir si vous pouvez les faire toutes. C'est l'idéal. Sinon, il faut au moins faire spé, anglais, et puis je dirais peut-être philosophie. C'est sûr que c'est difficile quand il y a des deadlines très tôt, comme au 15 octobre, et que la philosophie, ça fait 3 semaines que l'élève est en classe de philosophie. Voilà, il faut essayer de se baser sur un peu des indicateurs peut-être de classe de première qui peuvent nous donner un peu une estimation de ce qu'on pourrait faire comme note prédite. Et je conseille d'écrire bien comme ça, out of 20, pour bien clarifier qu'on est sur 20. Évidemment, le système français est sur 20, mais quand les élèves, par exemple, déclarent leur brevet dans l'UCAS, c'est sur 50, c'est sur 90, c'est sur 100, c'est sur 800, c'est sur 600. Et donc, il faut bien indiquer voilà, sur combien est-ce qu'on est. Donc, ça permet de bien border les choses, d'écrire les choses comme ça. Voilà. Alors, les autres demandes possibles, c'est surtout le Royaume-Uni et les États-Unis qui, comme vous avez pu le voir, qui demandent beaucoup de choses. On a vu que le Canada, c'était un petit peu moins lourd. Après, vous pouvez avoir des demandes d'autres universités séparément. Donc, par exemple, AI, Sciences Po, Polytechnique, les élèves vont pouvoir inviter des enseignants, mettre l'email, et puis vous recevez une invitation pour uploader votre lettre. Évidemment, si vous avez déjà fait une lettre pour cet élève-là dans le cadre, par exemple, de la Common App, vous pourrez la réutiliser, soit telle qu'elle, soit la personnaliser un petit peu de manière spécifique, parce que là, c'est une lettre qui va être envoyée seulement à Polytechnique, par exemple, donc vous pourriez vous permettre d'écrire un petit peu plus pour Polytechnique spécifiquement. MIT, c'est pareil, c'est une candidature qui est hors Common App, qui est séparée, donc c'est pareil, vous pourriez vous permettre de personnaliser un petit peu cette lettre-là. Si vous le faites, attention de ne pas envoyer une lettre personnalisée vers MIT, à Polytechnique, et inversement, évidemment. Donc, voilà, il peut y avoir des demandes donc de lettres de recommandation, il peut y avoir des demandes d'envoi de bulletins. En général, c'est mieux, et je conseille encore une fois ici d'inviter plutôt un PRIO, un CPE ou un personnel de la direction quand il s'agit d'envoyer des bulletins plutôt qu'un enseignant. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc là, voilà, il faut rester en contact avec les élèves. Il y a tellement d'universités dans le monde qu'évidemment, je ne peux pas tout lister. Mais voilà, il peut y avoir une université aux Pays-Bas, une université au Danemark, en République tchèque, qui peut demander une lettre de recommandation. Donc là, c'est bien de rester en contact et sentez-vous libre de retourner vers les élèves en leur disant, est-ce que tu peux me donner des précisions sur ce format particulier. Une autre bonne pratique que je n'ai pas encore soulignée, que moi je conseille dans tous les établissements dans lesquels j'interviens, c'est de ne pas partager les lettres de recommandation avec les élèves. Aux États-Unis, c'est interdit, enfin, c'est interdit. Les élèves signent ce qu'on appelle le FERPA, qui est un engagement de leur part qui dit voilà, j'accepte l'anonymat et le fait de ne pas pouvoir accéder à tous les documents qui vont être envoyés en mon nom. Donc en Amérique du Nord, c'est la base. Par contre, en Europe, ce n'est pas forcément la logique et on a un droit de regard sur les données qui sont envoyées en notre nom. Donc là, c'est évidemment quelque chose qui doit être décidé au niveau de l'établissement, mais ça permet d'avoir moins de pression sur les enseignants et de garder un meilleur. Voilà, il y a une vraie démarche éthique. Il n'y a que très peu de situations où c'est aux élèves de mettre leurs lettres eux-mêmes sur le site de candidature, mais ça existe. Et donc, dans ces cas-là, on peut mettre une lettre qu'on appelle placeholder, donc une lettre de l'école qui vient expliquer en anglais les protocoles de l'école. Et après, c'est au PRIO, au conseil d'orientation de l'école, d'aller envoyer la lettre de recommandation directement à l'université. Et les universités acceptent systématiquement cette approche. La plupart des écoles, des écoles voilà, qui ont des protocoles en place font comme ça. Donc, ce n'est pas un problème. Donc ça, c'est mon conseil pour les lettres de recommandation, pour éviter voilà, qu'il y ait une influence des familles, et que les lettres soient réutilisées, resignées, enfin voilà. Mais évidemment, c'est à chacun de décider, et si les choses sont bien faites et partagées avec les élèves, ça peut aussi très bien fonctionner. Par contre, pour les notes prédites, là, c'est pour moi très important de les partager avec les élèves, puisqu'ils vont avoir besoin de ces prédictions pour pouvoir viser juste, au niveau du Royaume-Uni notamment. S'ils n'ont pas leurs notes prédites, c'est très compliqué de viser juste. Donc là, par contre, je trouve que c'est normal de partager ces notes prédites avec
avec les élèves. Parfois, les élèves peuvent vous demander des notes prédites alors qu'ils ne candidatent pas au Royaume-Uni. Et c'est vrai, c'est légitime comme demande. Aux États-Unis, ils peuvent rentrer eux-mêmes leurs notes prédites dans la Common App. Et au Canada, ils peuvent aussi rajouter en document, que ce soit pour l'Université de Toronto, McGill, leurs notes prédites. Donc, les notes prédites, au final, même si à la base, ça vient du système du Royaume-Uni, il y a maintenant de plus en plus de systèmes qui savent qu'elles existent. Et donc, comme ils savent qu'elles existent, les élèves ont la possibilité de les envoyer. Et donc, c'est possible que vous ayez des élèves qui vous demandent des notes prédites, même si, ils ne candidatent pas via du CAS. Voilà. Voilà. Écoutez, c'est parfait. Il nous reste une bonne dizaine de minutes pour les questions. Donc, je vais couper mon partage d'écran. En effet, il y en a eu beaucoup, très pratico-pratique, et c'était justement le but de l'intervention d'Alban aujourd'hui, donc c'est très bien. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir les micros pour pouvoir les poser en direct à Alban. Avec plaisir. Des questions sur les formats de ce qu'on envoie, sur la langue des Oui, documents qu'on envoie également. Ouais, ouais. oui, bonjour. J'ai une Bonjour. question. Bon, j'en ai deux questions. Moi, je suis Tamara Codorniou du lycée français de Tenerife. Et Mhm. justement, là, on est avec une élève et avec Olivia la Prio, on fait la communa pour elle. Donc, au moment de mettre les matières, est-ce qu'il y a dans la classification advanced, etc., pour nous, tous les cours sont réguliers, c'est ça? Oui, vous pouvez même mettre not NA, not applicable, parce que dans le système, c'est vraiment pour le système américain, donc le système français, ne commencez pas à labelliser, ils savent ce que c'est qu'une spécialité, ils savent que ces matières-là sont plus demandeuses, donc vous n'avez pas besoin effectivement de les classer, parce que si vous mettez regular, il faudrait mettre advanced pour les spécialités, puisque c'est des matières plus avancées. Donc moi, je vous conseille de mettre que c'est pas applicable pour toutes les matières. OK. Et puis après, dans les profils donc, du conseiller, etc., est-ce que les bulletins, dans notre cas, on est en bac, donc Mhm. on fait les bachillerato espagnol et les bacs, bon, c'est un bac Oui, français, oui. international. Oui. Et quel bulletin il faut envoyer et puis dans quelle langue? Bien sûr français ou seulement anglais. Alors, il faut que les bulletins soient traduits en anglais. Euh, D'accord? voilà, et il faut mettre les bulletins de la troisième ensemble avec la traduction en anglais. Et puis après, les bulletins de la seconde ensemble avec la traduction en anglais. Donc, première aussi, bien Oui, sûr, ah, bien sûr. et terminale. Et, Terminal, s'il y en a, mais s'il n'y en a pas, on attend et ce sera envoyé plus tard dans l'année. d'accord, oui, oui, avec les notes et Voilà. aussi la note du bac. Mais il faut envoyer la classe de troisième aussi, donc les Oui, bulletins de la classe de troisième. oui. Pour les États-Unis, le grade 9, c'est le high school. Donc, ils s'attendent à recevoir et les universités vont les demander si elles ne sont pas envoyées. Donc, il faut envoyer les bulletins de troisième également. Ok, ok, merci, c'est tout. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que je peux ajouter une question par rapport à ce qui vient d'être dit? Oui, avec plaisir. C'est-à-dire, c'est Marie, je suis à Dubaï au LFI. C'était pour demander justement par rapport aux traductions. Oui, Vous mettez, donc vous conseillez de mettre troisième, seconde, première, l'original du bulletin et la traduction. oui. D'accord. On ne peut pas mettre que la traduction, même si elle a été faite par un Alors, traducteur assermenté. si, vous pouvez. Vous pouvez. Moi, je trouve ça mieux d'envoyer les deux parce que je connais des responsables d'admission qui aiment bien voir les originaux. D'accord. Donc, si elle est estampillée assermentée, c'est bon. Et c'est sûr que ça fait des documents un peu lourds. Vous pouvez taper sur Google un petit conseil Reduce PDF pour réduire les PDF Oui, oui. en taille. Voilà. Et si ça passe, c'est l'idéal d'avoir les deux. Voilà, ok. Parce que c'est vrai que ça fait lourd, hein, Et ça fait et lourd, ça fait parfois lourd. ça Mais bloque. si c'est Mm. assermenté, si c'est envoyé de l'école, c'est bon. Enfin, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre D'accord, les bulletins français. Là, c'est d'accord. à vous de choisir, mais Sur je le, pas un problème. d'accord. Sur le contenu de la recommandation du counselor, parce que justement, le Oui, counselor, si c'est quelqu'un qui n'est pas un prof, oui, il a une vision extérieure. Et oui, donc, est-ce que vous avez des recommandations sur le contenu pour, surtout pour des élèves qui demandent une université sélective, oui. enfin, une Alors, Ivy League, par exemple? oui. Alors, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, parce que c'est vrai que c'est parfois pas facile pour la personne qui écrit cette lettre-là, qui n'a pas vu l'élève évoluer en classe, d'avoir du contenu un peu pertinent. C'est un peu l'endroit où on peut aller. Moi, enfin, ce que je conseille plutôt, c'est que les enseignants
reste en dehors des activités extrascolaires de l'élève et vraiment se concentre sur l'élève dans sa classe, dans sa discipline, voire dans des activités qu'il aurait fait avec l'élève en dehors de la salle de classe, mais que les enseignants restent à décrire des choses et une relation qu'ils ont avec l'élève et qui ne commencent pas à lister toutes les activités qu'ils font en dehors de l'école, et qui, alors qu'ils n'ont jamais vu l'élève jouer au foot ou quoi que ce soit, et qui commencent à lister tout ce qu'ils ont fait au niveau du foot. Par contre, dans la lettre du counselor, là, c'est bien pour venir justement valider un petit peu la liste d'activités de l'élève, que ce soit confirmé dans cette lettre-là. Donc là, c'est un endroit où on peut tout à fait parler de tout ce qui est extrascolaire. Voilà, donc après, idéalement, on demande un peu des vérifications. Soit vous connaissez assez bien les élèves et vous savez que les activités ont été faites et que effectivement, on n'est pas en train d'inventer des choses. Mais donc dans cette lettre-là, on est vraiment sur le profil, voilà, leadership, euh, place dans la communauté, engagement au sein de la communauté. Ça reste, c'est personnel, ça n'a pas besoin d'être académique. On peut vraiment être sur la personnalité et le type d'élèves qu'ils sont. Est-ce qu'ils ont lancé un club dans l'école? Est-ce qu'ils, voilà, c'est ce genre d'informations qu'ils cherchent sur ce type de lettre. D'accord. Et justement, alors sur la question des lettres de recommandation qui sont écrites pour la plupart en français et qui Oui, doivent être traduites, j'ai entendu votre conseil sur le fait de ne pas essayer de les garder secrètes en fait, hein, oui, que les élèves ne les voient pas. Le problème, c'est comment ça se passe quand on a des profs, par exemple, qui écrivent les lettres en oui, français et qu'il oui. faut les faire Alors, traduire. là, j'ai envie de dire, votre meilleur ami, ça va être ChatGPT. Pour Mhm. les traductions, honnêtement, c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup d'écoles que je vois faire. Il y a un enseignant, alors soit, bon, après, il faut voir, hein, effectivement, c'est du travail, hein. Mais les traductions peuvent être faites vite grâce à ça, relues par un enseignant en anglais qui reprend un peu les choses. Ça peut être maintenant fait de manière assez efficace. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Les établissements qui demandent aux élèves de les traduire et du coup, on partage les lettres. Là, les deux Voilà. existent. Les deux existent, hein. Donc, c'est à vous de choisir. Mais effectivement, si c'était fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de passer par des traducteurs assermentés et d'aller dépenser des sommes folles. Il faut juste une personne un peu motivée qui accepte de faire la traduction via ChatGPT et puis après, prendre le temps de relire un petit peu les choses, quoi. D'accord, merci. Voilà. J'ai le droit de poser encore une question, je suis désolée, la dernière. Alors, il y en a Par- d'autres, il y en a d'autres dans le Oui, chat. voilà, ben, Donc, c'était une question du chat. ah, En Allez-y, fait, je suis allez-y. en train de relire les questions du chat D'accord, très bien. que, que Allez-y. j'avais posées. Par rapport au code CIB, comment est-ce qu'on le récupère? Est-ce que la demande, en fait, doit être obligatoirement faite par le proviseur ou est-ce qu'elle peut être faite Il faut qu'elle par, soit faite par le proviseur, oui. par un prio? Alors, elle peut être faite par le PRIO, mais il vous faut une lettre du proviseur en Ah, anglais qui certifie, qui vous donne l'autorisation de faire la démarche. ok, Voilà, merci. Ok, c'est bon. Merci beaucoup, c'est super. avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? alors, il y en avait d'autres. Ouais. Il y avait notamment, à moins que quelqu'un veuille ouvrir son micro, je vois dans le chat, est-ce que les élèves qui ne passent pas le bac français peuvent candidater sur Common Apps ou Alors, ça UCAS? dépend en fait du diplôme qu'ils ont. Là, faudrait me dire si c'est pas le bac français, quelle est leur, quelle fin de secondaire est-ce qu'ils reçoivent? Si c'est une fin de secondaire qui est comme les A-Levels, l'IB, etc., évidemment, c'est éligible au même niveau que le bac. Mais il peut y avoir des systèmes scolaires étrangers qui ne sont pas reconnus pour accéder à ce qu'on appelle la direct entry, donc pour accéder directement à un bachelor, où il faudra passer par une foundation year ou des années de transition. Donc là, il faudrait préciser quel est techniquement, oui, mais il faut vérifier quel est le système scolaire. Baccalauréat gabonais. Ouais, je sais pas. Là, je connais pas l'ensemble Donc là, il faudrait voir. Voilà, est-ce que certaines universités américaines acceptent ça? Il y a un petit risque, je pense, qu'il y ait besoin de passer par une année de transition. Mais à vérifier, hein. Là, je ne m'engage pas sur la réponse. Il y avait des questions aussi sur le PDF. Attendez. Oui, je pense qu'on en a Hmm. répondu. Je remonte un peu. Doit-on mettre les originaux et les traductions dans un PDF commun? Oui, voilà ce que je disais tout à l'heure. Idéalement, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de pages. Donc, si vous n'y arrivez pas, la traduction, si elle est bien tamponnée, assermentée, ça va aussi tout seul. Bon, alors, est-ce il y aurait une dernière question peut-être à poser à Alban?
N'hésitez pas à ouvrir votre micro et vos caméras d'ailleurs. Ouais. Non, c'est bon. Moi, ce que je voulais juste bien vous dire au terme des 2 interventions d'Alban, c'est que dans nos parcours accompagnés, c'est-à-dire des formations en ligne sur 4 sessions, Alban va assurer 3 parcours à destination des secondes, premières, terminales, professeurs principaux et prio. La première session de début novembre est pleine, la deuxième aussi, mais il y a encore des places en janvier. Si les équipes de direction souhaitent positionner des collègues ou alors si des collègues souhaitent sensibiliser leur direction pour qu'ils soient inscrits, il n'y a pas de problème et il faut en profiter. Voilà, parce que vous avez constaté l'expertise d'Alban sur énormément de sujets. Voilà. En ce qui concerne l'enregistrement de ces interventions, nous avons quelques manipulations de montage pour le début et la fin des enregistrements, puis ils seront mis en ligne sur la page du colloque sur mlfmonde.org. Voilà. Et je vois une petite question qui dit avec les classes, point d'interrogation. Donc non, les parcours accompagnés, c'est pour les enseignants et les prios. Voilà. Si pour les élèves, là on en a parlé un petit peu au début, la plateforme Anywhere Uni, ça c'est une plateforme qu'on a. Et si on fait une convention cadre avec l'établissement, les élèves de seconde, première et terminale peuvent suivre tous nos parcours vidéo sur l'année et accéder à tous nos lives. Chaque semaine, on invite une université en live où vous pouvez vous connecter, où on vient voilà, découvrir une université et parler avec un responsable d'admission. Ça, c'est possible à mettre en place. Ça, c'est à destination C'est des ça. élèves. Et Voilà. c'est possible à mettre en place pour les établissements du réseau MLF via un simple formulaire grâce à notre convention cadre. Voilà. Et il n'y a pas de frais pour l'accès à la plateforme, il faut aussi le dire. De même, le parcours accompagné qu'assure Alban est rétribué par la tête de réseau, donc ne coûte rien aux établissements. Les sessions de parcours accompagné sont-elles enregistrées? Non. C'est le principe de tous les parcours accompagnés que nous faisons sur le forum, de façon à ce qu'il y ait une participation synchrone et une dynamique de groupe, puisque l'enjeu des parcours est justement de créer des interactions avec les participants. Et je ne l'ai pas dit, mais l'intitulé du parcours, c'est les fondamentaux de l'orientation à l'international. Et donc ouvert au PP, seconde, première, terminale et au PRIO. Voilà. Merci à tous. Nous sommes d'une ponctualité irréprochable. Voilà, 1 heure pile. La prochaine intervention et dernière du colloque aura lieu jeudi prochain et sera dédiée aux alumni et à leur rôle d'ambassadeurs de leurs anciens établissements. Voilà. Grand merci à tous et très bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.